Il y a longtemps, avant qu'Internet ne soit quoi que ce qu'il est aujourd'hui, je travaillais dans une pizzeria par chez moi. Je n'avais que 17 ans à l'époque, mais c'était un emploi sympa et le personnel et la direction s'entendaient bien. Et je vous assure que je dis pas ça comme ça, c'était vrai. L'une de nos serveuses était une jeune femme charmante, nous l'appellerons Britney dans cette histoire. C'était le genre de personne indépendante, elle ne possédait pas de voiture et elle marchait pour aller travailler, et le soir pour rentrer, elle se faisait conduire par d'autres collègues après son service. Elle travaillait généralement tard le soir et elle fermait la pizzeria vers 22h et elle partait habituellement vers 23h après le nettoyage. Je lui proposais souvent de la conduire chez elle les soirs où je ne venais pas travailler à vélo et parfois elle faisait même de l'autostop si personne ne pouvait la conduire. Elle était assez intrépide mais elle gardait toujours du spray au poivre sur elle avec un petit couteau juste au cas où. Un vendredi soir chargé, nous avons terminé le nettoyage après le service vers minuit. Nous étions tous les deux les derniers à la fin. Il y avait aussi la propriétaire, mais elle était dans son bureau à compter la caisse et à répertorier les factures. Rappelez-vous, c'était avant les ordinateurs, donc tout devait être fait à la main avec une calculatrice, des crayons. Enfin bref, ce jour-là, j'avais pris mon vélo car il faisait vraiment beau dehors pour la première fois depuis des semaines. Et c'est la propriétaire qui s'est proposée pour ramener Britney chez elle. Elle lui a juste dit qu'il fallait attendre que le comptage soit terminé, ce qui prendrait environ 1 heure de plus. Mais Britney a décidé de ne pas attendre et elle a dit qu'elle se débrouillerait pour rentrer chez elle. Nous avons tous les deux essayé de la dissuader de le faire et je lui ai dit qu'elle ne pourrait même peut-être pas trouver un véhicule à cette heure-là. À ça, elle a juste ri et elle m'a dit « Tu sais, je suis une fille jolie avec de belles jambes, quelqu'un va forcément s'arrêter et tu sais, j'ai mon kit de défense. » Bon, honnêtement, je ne pensais pas que son petit couteau aurait pu même couper une pomme, mais c'est vrai, elle avait quelque chose et le spray au poivre qu'elle utilisait serait peut-être efficace s'il lui arrivait quelque chose. Je l'ai accompagnée dehors et nous avons discuté un moment sur le parking. Elle plaisantait en disant qu'elle pouvait s'asseoir sur mon guidon pour que je la ramène chez elle. Bien sûr, j'ai rigolé parce que ce n'était même pas une option dans ma tête, donc on a ri tous les deux et je lui ai proposé de rester avec elle par contre, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un, mais elle a refusé en disant que personne ne s'arrêterait si elle la voyait avec un autre gars en vélo, et c'est vrai qu'elle avait raison, mais j'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Nous sommes donc dit au revoir et nos chemins se sont séparés. Elle n'est pas venue travailler le jour suivant comme prévu, c'était le lundi suivant il me semble, ce qui était très inhabituel. Elle n'était jamais en retard et elle n'avait jamais manqué le travail sans prévenir. Quelques jours plus tard, sa mère est venue en panique demander si sa fille était venue travailler dernièrement. Elle n'était pas rentrée chez elle et elle n'avait pas appelé depuis vendredi soir. Si elle rentrait tard ou restait quelque part, Britney appelait toujours sa mère. Nous étions tous un peu paniqués. Sa mère a finalement signalé sa disparition et la police est venue nous interroger, à la fois moi et la propriétaire, à propos de ce vendredi soir. La propriétaire étant une femme d'âge moyen et moi un gamin de 17 ans un peu bête, ça ne les intéressait pas beaucoup en tant que suspect potentiel, ou même en tant que personne d'intérêt dans cette enquête. Mais après le départ des agents de police, les moqueries ont commencé au travail. Les employés du restaurant peuvent être un groupe difficile en général, surtout le personnel de cuisine que je trouve un peu étrange. La plupart du temps, ils ont un sens de l'humour très sombre et difficile à cerner, du moins ceux avec lesquels je travaillais. Mais voilà, ils me faisaient des remarques et cela a continué durant des jours et des jours. Et les choses ne se sont pas arrangées lorsque cela est devenu évident que j'étais la dernière personne à avoir vu Britney vivante. Les flics sont revenus dans la pizzeria et ils m'ont interrogée à nouveau ainsi que mes parents, ce qui les a bien sûr affolés. Enfin, environ 1 semaine après sa disparition, un collègue me harcelait vraiment à ce sujet, disant aux serveuses de ne plus trop s'approcher de moi parce que sinon elle pourrait disparaître comme Britney. J'en ai finalement eu assez de ces remarques sournoises après qu'il m'ait demandé sarcastiquement « Où est-ce que t'as caché le corps ?» Je me suis retournée et je lui ai répondu sèchement « Au fond du lac, tu veux la rejoindre ?» Bien sûr, quand j'ai dit ça, tout le monde a eu une réaction de surprise et nous a regardés. À 17 ans et un peu bête, j'ai dit « Ouais, je l'ai mise sur le porte-bagages, je suis allée jusqu'au barrage et je l'ai jetée là-bas. Maintenant, fermez-la et laissez-moi tranquille. » Tout le monde était choqué. Il a fini par m'insulter de quelques noms et nous sommes finalement retournés à nos tâches. Et le lendemain, le corps de Britney a été retrouvé dans le réservoir. Elle avait été agressée et poignardée à mort. Il y avait une raison pour laquelle son corps n'avait pas été retrouvé plus tôt, mais je ne peux plus me souvenir de pourquoi.
Mais inutile de dire que les flics sont devenus beaucoup plus intéressés par moi après la remarque sarcastique que j'avais faite à mes collègues, où j'ai involontairement prédit presque exactement la manière dont son corps serait découvert. Ils ont fait venir mes parents au poste et j'ai été interrogée à nouveau, sans mon avocat d'ailleurs. À l'époque, à moins qu'une arrestation ne soit imminente, un mineur pouvait être interrogé sans avocat tant qu'un parent était présent. Mais comme le barrage était à environ 20 minutes de voiture du restaurant, j'ai été rapidement éliminée en tant que suspect. Peu de temps après, ils ont arrêté un homme qu'ils soupçonnaient dans une affaire similaire l'année précédente et il a fini par avouer les 2 meurtres en échange d'une peine de prison à vie. De toute évidence, il n'y avait aucun lien entre lui et moi, mais je me sentais toujours terrible. Lorsque je suis allée au mémorial de Britney, je me suis simplement assis à l'arrière, tranquillement. À ce stade, la nouvelle s'était répandue sur ma blague morbide qui s'était avérée vraie malheureusement. Je n'ai pas assisté aux funérailles parce que je ne voulais pas bouleverser sa famille. Et quelques années plus tard, j'ai trouvé du travail dans un nouvel endroit, une station-service, où j'ai eu le malheur de vendre du carburant à un pyromane pour qu'il mette le feu à sa propre maison, mais ça c'est une autre histoire. Il y a presque 2 ans, j'avais 26 ans à l'époque. J'étais à Washington pour une sorte de vacances, visitant ma fiancée de l'époque, que nous appellerons Sarah pour les besoins de cette histoire. C'était pour une cérémonie de remise de diplôme à l'issue de sa formation de base. C'était un grand événement pour sa famille et elle m'avait demandé d'être là pour elle. J'ai donc dit oui, pourquoi pas, et j'ai réservé un vol. J'arriverai 1 semaine avant le reste de sa famille pour qu'elle et moi puissions passer du temps ensemble, juste tous les deux, avant qu'elle ne soit trop occupée avec toute sa famille pour l'occasion. Et donc on est restés ensemble à l'hôtel pendant ce temps. Et finalement, nous avons décidé de sortir et d'aller explorer certains des sites historiques à proximité de Washington. Je n'y étais jamais allée auparavant, donc l'idée a éveillé mon intérêt. Une fois arrivés sur place, nous avons passé environ 4 heures à marcher et à voir tous les sites, du mémorial Lincoln au monument de Washington, en passant par le bâtiment du Congrès et puis même la Maison Blanche. C'était une expérience très amusante et excitante pour moi de voir tous ces endroits, car j'avais raté une excursion quand j'étais au lycée pour aller les visiter, et Sarah aussi semblait avoir passé une bonne journée. Enfin voilà, nous sommes tout simplement amusés ce jour-là. Après avoir finalement décidé que nous avions assez marché et que nous étions prêts à rentrer à l'hôtel, nous avons utilisé l'application Uber pour appeler une voiture. Nous l'avions déjà utilisée pour venir et nous n'avions eu aucun problème, alors nous avons décidé de l'utiliser à nouveau pour le retour. Sarah a fait la demande sur son téléphone pendant que je m'asseyais à l'ombre et que j'attendais. J'étais assez fatiguée après toute la marche que nous avions faite et je sentais que j'étais prêt à rentrer à l'hôtel pour une bonne sieste. Finalement, après environ 10 minutes d'attente, une voiture s'est arrêtée devant nous. Sarah m'a mentionné que ça devait être notre Uber car l'endroit où il s'était arrêté n'était pas une place de parking. Je me suis levée et je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Elle a ouvert la porte arrière et est entrée la première en demandant au chauffeur « Vous êtes le chauffeur Uber, n'est-ce pas ?» Il a fait un léger signe de tête sans rien dire et moi je l'ai suivi dans la voiture, fermant la porte derrière moi. Maintenant avec du recul, je réalise à quel point nous avons été stupides. Nous aurions dû demander au chauffeur le nom ou même le vérifier sur son application. Je n'avais pas accès à tout cela moi-même car c'était Sarah qui avait fait la demande sur son téléphone, donc aucune de ces préoccupations ne m'est venue à l'esprit à l'époque. Alors que nous étions tous les deux assis à l'arrière de la voiture, qui était une camionnette grise, le chauffeur n'a pas dit un mot. J'ai trouvé cela un peu étrange car tout autre chauffeur nous aurait au moins salué ou même confirmé notre nom ou l'adresse où on allait être conduit. Mais lui, il n'a rien dit. Le véhicule a commencé à avancer sans que le chauffeur ne nous adresse la moindre parole, à part ce bref signe de tête qu'il avait fait à Sarah, mais j'ai remarqué à quel point c'était étrange. Mais pour autant, je n'ai rien fait. J'étais tellement fatiguée, je n'avais vraiment pas envie d'essayer d'engager la conversation avec lui, j'ai juste posé ma tête en arrière et j'ai simplement fermé les yeux. J'ai alors senti une petite tape sur mon bras de la part de Sarah. Après ce qui semblait être seulement 5 minutes de trajet, j'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée. Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai pu voir sur son visage une expression inquiétante, ce qui m'a fait me demander ce qui la préoccupait exactement. Elle a ensuite pointé son téléphone qui montrait l'itinéraire que le Uber allait emprunter pour nous ramener à l'hôtel. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que nous nous dirigions dans la direction opposée. J'ai pu voir la couleur du visage de Sarah se décolorer peu de temps après. Une notification est apparue sur son téléphone disant que notre Uber était arrivé, suivi d'un message du chauffeur demandant où est-ce que nous étions. La photo qui est apparue sur le téléphone de Sarah ne correspondait pas du tout au conducteur de la camionnette. Mon cœur a fait un bond,
Je savais alors que nous nous étions mis dans une situation qui pouvait mal finir. J'ai longuement regardé vers le chauffeur, mais je n'ai rien dit. Je ne savais pas quelles étaient ses intentions, ni ce dont il était capable, et honnêtement, je ne voulais pas le découvrir. Je savais juste à ce moment-là que je devais nous sortir tous les deux de cette voiture. Je me suis penchée en avant et j'ai dit à l'homme que nous avions changé d'avis et que nous serions d'accord pour descendre là où nous étions. C'était une tentative pour nous sortir de cette situation sans alarmer l'homme que nous savions. Il m'a regardé dans le rétroviseur pour la première fois depuis que nous étions montés dans la voiture. J'ai capté son regard. Il m'a fixé sans dire un mot pendant ce qui semblait être une éternité. En réalité, cela a duré environ 10 secondes, mais il n'a pas arrêté la camionnette et il n'a rien dit en réponse à ma demande. Il a simplement continué à conduire comme si je n'avais rien dit. Bon, évidemment, vu la situation, ma patience avait ses limites. Je savais que ce que cet homme avait prévu pour nous n'était pas bon. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé sur le moment. J'ai sorti de ma poche mon couteau de poche que j'avais toujours sur moi. J'ai ouvert la lame et sans perdre une seconde de plus, j'ai dit au conducteur « Nous savons que vous n'êtes pas le conducteur Uber. Je ne sais pas quel est votre plan, mais j'ai un couteau et si vous ne vous arrêtez pas immédiatement, je vous plante tout de suite. » Les yeux du conducteur se sont rapidement posés sur moi à nouveau dans le rétroviseur et j'ai su qu'il pouvait me voir en train de tenir le couteau dans ma main. Il a alors rapidement arrêté la camionnette et j'ai entendu les portes se déverrouiller. Sarah et moi, nous n'avons pas perdu de temps. On est sortis aussi vite que possible et dès que nous étions tous les deux dehors, l'homme a accéléré et a disparu. Nous avons pris un moment pour nous ressaisir. Sarah faisait une crise de panique et moi j'essayais toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Sarah a rapidement sorti son téléphone et a répondu à notre véritable chauffeur Uber, lui indiquant notre emplacement. Elle lui a demandé s'il voudrait bien venir nous chercher. Il a accepté, il est arrivé quelques minutes plus tard et cette fois, nous nous sommes assurés que c'était bien lui. Nous lui avons tout raconté, il nous a alors informé de quelque chose qui nous a glacé le sang. Il nous a dit qu'il y avait récemment eu plusieurs cas de gens qui se faisaient passer pour des chauffeurs Uber dans le coin et il était facile de trouver de nombreux touristes comme nous qui ne réfléchiraient pas à deux fois avant de monter dans la voiture en pensant que c'était le Uber. Le gars nous a dit que nous avions eu beaucoup de chance de nous en sortir. Nous sommes rentrés à l'hôtel sans problème et nous avons rapidement signalé cet incident à la police locale. Nous avons donné la description du chauffeur inconnu et de sa camionnette. La police nous a dit qu'elle nous appellerait si elle avait besoin de nous, mais nous n'avons jamais eu de nouvelles d'eux, donc je suppose que l'homme n'a jamais été attrapé ou même retrouvé. Cela me préoccupe sincèrement parce que je me dis qu'il est peut-être toujours là-bas en train de se faire ça à quelqu'un d'autre. Encore une fois, j'ai réalisé à quel point nous avons été stupides tous les deux de ne pas avoir vérifié le véhicule avant d'y monter, mais que ceci soit un rappel à vous tous qui écoutez mon histoire. Vérifiez toujours et restez vigilants. Cette histoire s'est déroulée en septembre 2007. J'habite à Lyon, en France, et j'avais 18 ans à l'époque. Je prenais un train pour rentrer chez moi depuis le sud de la France. J'avais rendu visite à mes grands-parents à la campagne avant de commencer ma première année à l'université. Je suis partie un dimanche vers 19h et j'ai pris un train intercité. Voici un détail qui sera important plus tard. C'était l'un de ces vieux trains à porte battante, ce qui signifie qu'il était possible d'ouvrir la porte pendant que le train était encore en mouvement, peu importe sa vitesse, et il semblait aussi que le train n'avait pas de caméra. Une fois à bord du train, il était principalement vide, comme prévu, vu qu'il était tard. Il n'y avait pas de climatisation, mais je ne pouvais pas me permettre d'acheter un billet de TGV, alors je devais me contenter de ce trajet. Environ 30 minutes après le départ, le train a fait son premier arrêt. 3 hommes louches sont montés à bord et j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. Les 3 semblaient sortir d'une explosion de mine et me regardaient comme si j'étais un steak de bœuf, vous savez, ceux qui coûtent plus de 100 €. J'ai décidé d'aller dans le wagon suivant pour aller aux toilettes, mais dès que je suis sortie, les 3 m'ont encerclé. Ils avaient tous des couteaux et l'un d'eux m'a crié de lui donner tout mon argent. Il m'a dit qu'il me jetterait en dehors du train si je ne le faisais pas. J'étais figée par la peur et sans crier gare, l'un d'eux m'a frappé à l'arrière de la tête. Ils m'ont ensuite traîné vers la porte du train. L'un d'eux l'a ouverte et a essayé de me jeter dehors alors que le train roulait très très vite. À ce moment, la moitié de mon corps était en dehors du train et je luttais de toutes mes forces pour les empêcher de me pousser sur le gravier. Je criais de toutes mes forces pensant que j'allais mourir. Soudain, le train a commencé à ralentir et les 3 hommes m'ont forcé à sortir du train en me poussant et j'ai atterri dans l'herbe près des rails. Je me suis relevée et j'ai commencé à courir. Une fois mon adrénaline redescendue, j'ai alors réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma jambe,
une douleur que je n'avais pas ressentie jusqu'à ce moment. Il s'est avéré que je me suis fracturé la jambe lors de la chute. Un passant m'avait vu être jeté en dehors du train et il a appelé une ambulance quand il a vu la scène. Avant même que je ne m'en rende compte, j'étais à l'hôpital. La police a finalement arrêté ces 3 hommes fous et ils ont été condamnés à 3 ans de prison ainsi qu'à une grosse amende. Oui, je sais, 3 ans de prison pour une tentative de meurtre et dire qu'on est en France, mais voilà, c'est la vie. Au bout du compte, je suis très reconnaissant d'avoir survécu et surtout d'être en vie. Récemment, une histoire a refait surface dans ma tête et elle est presque devenue un invité indésirable dans mon esprit, alors peut-être que la partager m'aidera à m'en débarrasser une fois pour toutes. C'était en 1986, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais à Indianapolis, à la gare Union, c'était autour de Noël ou juste après. En tout cas, j'étais avec ma mère, ma soeur de 2 ans et mon oncle de 21 ans. À cette époque, mon oncle vivait encore à Indianapolis, tandis que le reste d'entre nous vivait dans le sud-ouest de l'Indiana. Nous nous apprêtions à partir et à rentrer chez nous, il faisait très froid ce jour-là, j'étais littéralement emmitouflée dans ma veste, mon écharpe, mes gants, et ma mère, paix à son âme, nous parlait, et il faut savoir qu'elle pouvait réanimer un mort avec tout ce qu'elle pouvait dire. Alors j'attendais juste qu'elle finisse de nous raconter son histoire, et je me souviens qu'il faisait chaud à l'intérieur de la gare, alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais sortir quelques instants. Ma mère a acquiescé et je suis sortie. Il n'y avait ni neige ni vent, c'était juste parfait pour me rafraîchir un peu. Pas même 1 minute dehors, juste à côté des portes doubles, une Chevrolet blanche s'est arrêtée. 2 gros hommes avec des coupes en brosse étaient assis sur les sièges conducteurs et passagers. Ils avaient au moins 65 ans et ils pesaient probablement plus de 100 kilos chacun. Je me suis dit qu'ils étaient probablement de notre base militaire locale, mais ce n'était qu'une supposition car immédiatement après m'avoir vue, ils se sont arrêtés au trottoir à mon niveau et ils ont baissé la vitre. L'un d'eux m'a souri et m'a dit « Hey, viens là, j'ai envie de te parler ». Gardez à l'esprit que je n'avais que 16 ans. Si cela arrivait aujourd'hui, les choses seraient bien différentes. Mais adolescente, j'étais très polie, presque docile. J'étais toujours très désolée parce que je pensais avoir fait quelque chose de mal. Et là, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y avait un lampadaire au-dessus de moi et je les ai regardés et j'ai commencé à m'excuser. Je me suis expliquée, j'ai dit « Oh, je suis désolée, c'est pas ce que vous pensez, vraiment ». À ce moment-là, c'était plus amusant pour moi. Je n'avais pas vraiment réalisé que j'étais en danger. Ils répétaient sans cesse qu'ils voulaient juste me parler et moi je continuais à leur expliquer que non, je n'étais pas une fille des rues et que ce n'était pas ce que ça semblait être, que j'étais désolée de leur avoir donné une mauvaise impression de moi. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'ils n'écoutaient pas un mot de ce que je disais et tout d'un coup, le gars qui était en passager est sorti et il a commencé à s'avancer vers moi comme un chien affamé regardant un bon morceau de steak. Un déclic s'est fait dans ma tête. Je n'étais plus désolée ou embarrassée. J'étais juste saoulée et j'ai crié « Vous n'avez pas besoin de sortir de votre voiture si vous voulez juste me parler. Je peux très bien vous entendre d'ici, hein. » Tout d'un coup, j'ai puisé dans les 70% d'héritage irlandais que j'avais. J'étais assez fière d'avoir montré un peu de courage. Mais l'homme massif ne s'est pas arrêté, il continuait de venir droit sur moi. J'ai filé à l'intérieur où ma mère était toujours en train de parler et en me voyant rentrer paniquée, ma mère et mon oncle ont immédiatement été alarmés. Ils n'avaient pas vu l'homme sortir de sa voiture ni venir vers moi, mais ils pouvaient voir que j'étais effrayée. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et mon oncle m'a demandé quelle voiture il conduisait. Je lui ai alors dit une Chevrolet blanche. Ma mère lui a demandé d'aller les retrouver. Il a bondi par la porte et a couru dans la rue à la poursuite de la Chevrolet. Et il a dit quelque chose comme « Sors de ta voiture pour que je puisse te casser les dents ». Ma mère était abasourdie en voyant la scène. Je pouvais aussi voir que ma petite sœur commençait à s'inquiéter, alors j'ai essayé de la calmer. Mon oncle est revenu quelques minutes plus tard, essoufflé et épuisé. Quand il a repris son souffle, il a dit « J'ai presque réussi à les rattraper quand ils sont arrivés à ce feu de circulation au bout du bloc, mais ils ont redémarré juste avant que j'arrive. » Eh bien, franchement, ça a gâché notre voyage à Indianapolis. S'il y a une morale à mon histoire, c'est bien de ne pas laisser vos bonnes manières primer sur votre sécurité. Sérieusement, qui a envie de mourir pour avoir été poli ?